Bonjour à tous, bonjour les amis, bienvenue dans ce 5e épisode de Swish FM, comme d'habitude en très très bonne compagnie, puisqu'il y a Liv, Flo et Shai, je ne vous les présente plus, vous les connaissez presque aussi bien que moi. Donc voilà, déjà maintenant on est passé au-delà de la mi-saison, donc c'est à la fois formidable, à la fois un petit peu triste. Ça file très très vite et on ne voit pas le temps passer tellement on s'amuse. Alors aujourd'hui on va vous faire un programme en 4 volets. On va d'abord vous parler des petites brèves, les petites actualités récentes pour être vraiment au courant de tout ce qui se passe dans la Wobble. Ensuite, voilà, on aurait sans doute dû avoir dans une ère sans Covid, avec des... Enfin, quoi qu'on n'en aurait pas eu cette année à cause des JO, mais sinon, souvent arrive cette période du All-Star Game à la mi-saison. Donc on s'est pris au jeu d'essayer de faire nos votes pour le All-Star Game et de vous présenter les équipes type Est et Ouest de Swish. Ensuite, on va aussi vous parler des tops et des flops. Pas les mêmes qu'il y a 15 jours, vous allez voir même qu'il y en a certains qui recyclent leurs tops et leurs flops. Et enfin, on fera un petit point sur les trophées individuels, sur les courses au MVP, MIP, Coach of the Year, pour voir un petit peu où nous en sommes. Donc comme je vous l'ai dit, on commence tout de suite avec les brèves. Les brèves, c'est quoi? C'est les petites actus dont on n'a peut-être pas de quoi vous faire un article complet, mais qui comptent quand même. Alors, la première info, c'est Diamond de Shields. Donc, vous saviez qu'elle s'est blessée, qu'elle était blessée, d'où le fait qu'elle était en minutes limitées. Et en fait, je ne sais pas si l'un de vous a vu le match, mais elle s'est reblessée, c'est ça? Oui, au quadriceps, je crois qu'elle a un truc et là maintenant ça a l'air d'être nettement plus sérieux, en tout cas par rapport à ses capacités, enfin ses possibilités de jouer en fait. Je ne sais pas trop la durée, ça j'ai pas vu la durée de son absence ou si sa saison elle est quand même. Je pense pas que ça a déjà été communiqué, mais en tout cas, c'est clair que autant elle était en minutes limitées, autant pour le moment, elle est carrément sur le banc. Et donc voilà, malgré tout, un petit coup dur pour Chicago, même si Chicago s'en sort plutôt bien pour le moment. Mais voilà, le rythme de la saison est tel que une joueuse en moins dans la rotation, ça fait mal. Et une joueuse comme Diamond de Shields, qui en plus a un physique hors du commun, ça fait d'autant plus mal. En parlant aussi de quelqu'un qui apporte beaucoup d'énergie, c'est du côté des Mystics, Flo, qu'on a appris une mauvaise nouvelle. Je te laisse l'annoncer à nos amis. Bah, c'est Aerial Powers qui son retour devient de plus en plus hypothétique aussi. C'est très 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 probable qu'elle ne termine pas la saison. Alors elle est toujours dans la Wobble à s'amuser sur la plage avec ses copines. Et à dire qu'elle est une sirène. Oui, c'est ça. Mais en tout cas, bon, ça a l'air de plus en plus confirmé qu'elle ne jouera plus cette saison. Et cette année, c'est peut-être notre, je sais pas, troisième meilleure joueuse, deuxième meilleure joueuse. Ça se défend, donc ça, c'est un coup dur. Bon, encore une fois, là, un peu comme Chicago, on n'est plus à ça près. Hein. Eux en bien, nous en mal. Voilà. Alors, par contre, une nouvelle qui a secoué sans secouer parce que le communiqué de presse était finalement très très laconique, c'est le fait que Brittney Griner a quitté la Wobble pour raisons personnelles. Alors, on n'en sait absolument pas plus. Le communiqué était un peu limite froid et donc voilà, d'un coup le Big Three se transforme en Big Two, ce qui il avait déjà du mal à se mettre en place et là voilà c'est clairement le coup dur pour Phoenix. Je pense que Shai aura l'occasion d'en parler plus tard, mais ça fait mal. C'était déjà compliqué. Phoenix avait déjà du mal à performer correctement avec Brittney Griner qui était quand même une bonne garantie en défense notamment. Ouais. Là, c'est compliqué. En plus, c'est toujours un peu quand c'est flou comme ça, on ne sait pas trop de quoi il s'agit, si c'est lié au Covid ou pas. Il y a toujours aussi peu d'informations. C'est compliqué de savoir ce qui va se passer autour d'elle. Oui, les interviews étaient assez. C'est Sandy Brandello qui a été interviewé, il y a Diana Taurasi, tout le monde a été un peu très politiquement correct, du genre on fait avec les joueuses qui sont là, mais ça a l'air d'être un peu soudain, c'était pas attendu. On demandait si l'absence allait être longue à Sandy Brandello, elle a dit j'espère pas. Enfin, ça donne vraiment l'impression de tout d'un coup elle est partie pour une raison qui est. On n'en sait pas plus, donc voilà, on n'a pas à juger, mais en tout cas, ça n'avait pas l'air d'être attendu du tout. Et ça a l'air de. L'équipe, je sais pas comment c'est perçu au sein du vestiaire, en fait, je sais pas trop. Ouais. Ouais. Ils ont dit dans le communiqué qu'aucun commentaire ne serait fait, donc on sent bien que c'est un sujet qu'il ne faut pas trop aborder dans les jours qui suivent. Voilà. Évidemment qu'ils ont fait, ils l'ont abordé. Sinon, c'est pas drôle. Alors, quand même, au milieu de tout ça, une
une bonne nouvelle dans le marasme, c'est que bon, vous savez tous que Sabrina Ionescu s'est fait une grosse entorse de grade 3. Et donc par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'elle ne doit pas se faire opérer. Maintenant, c'est une bonne nouvelle pour elle, mais dans le fond, je pense que ça ne changera rien pour cette saison-ci. Si ce n'est que si on peut éviter de se faire ouvrir et de se faire charcuter, c'est toujours sympa. Donc je pense pas que ça changera quoi que ce soit pour New York, mais ça reste une bonne nouvelle et peut-être une cicatrice en moins pour Sabrina. Alors après, il y a 2 blessés qui sont en attente de retour et pour lesquels c'est toujours un petit peu flou. Kennedy Carter, qui devrait bientôt revenir. Elle a été passée elle était en questionable, je pense, récemment. Et alors Sylvia Fowles, par contre, c'est toujours l'inconnu. Il paraît qu'elle marche avec une botte, je sais pas comment on appelle ça, les walking boot qu'ils appellent ça en anglais. Donc ça veut dire que visiblement c'est au mollet, on n'en sait pas beaucoup plus non plus. Il y a quand même un gros flou artistique autour de certaines blessures. Peut-être est-ce que c'est dû au fait qu'ils sont dans la wobble ou pas, mais on a parfois pas vraiment des retours. Ou alors si elle se blesse plus, si on fait plus attention, je ne sais pas, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de blessés. Il y a moins de journalistes aussi autour pour enquêter sur les blessures exactes. Je pense que ça arrange aussi pas mal les franchises de rester floues parce qu'elles n'ont pas envie que les informations fuitent, qu'il y ait des spéculations, que les adversaires se préparent à jouer ou pas contre telle ou telle joueuse. Donc Fowles au début, on avait l'impression que c'était juste par précaution une blessure au mollet. Et au final, là, elles n'ont pas spécialement besoin de se précipiter parce que l'équipe tourne encore très très bien. Et ouais, t'as raison, les blessures sont... La communication autour des blessures est un peu floue. Et le rythme des matchs est tel aussi que... Voilà, quand tu es blessé et que tu as aussi peu de matchs, ça compte tellement que je pense qu'on est peut-être aussi un peu plus le nez dessus. Et du coup, ça donne une impression un peu d'hécatombe parfois. Même quand tu vois je reprends la liste des Mystics, quoi, mais bon, quand tu vois... ça devient compliqué quand même, hein, donc... c'est plus une saison, ouais. C'est un chemin de croix, donc... Après, les situations sont assez différentes dans le sens où Kennedy Carter, on sent qu'ils ont envie qu'elle revienne, ne fût-ce que pour refaire un peu de hype. Et je crois que c'est plus une question d'image, de redonner un peu une dynamique, de lui donner un peu de temps de jeu, parce qu'il y avait quelque chose qui s'était créé autour d'elle. Mais au final, si elle rejoue pas cette saison, Atlanta, ça change rien pour eux. Le but, c'est elle doit rejouer si on est sûr qu'elle va pas aggraver sa blessure. Mais sinon, franchement, si elle rejoue plus, c'est dommage pour le rookie de l'année qu'elle aurait peut-être pu avoir en autre temps. Mais à part ça, voilà. Sylvia Fowles, mine de rien, les Lynx, ils commencent petit à petit à se rendre compte qu'ils peuvent avoir des ambitions sur cette saison-ci. Et donc, ce serait bien qu'elle revienne à un moment parce que finir 4e, 5e, 3e de la régulière, ça peut déjà changer quelques trucs, mais une fois que tu es en play-off, avoir Sylvia Fowles ou pas l'avoir, c'est quand même une grosse différence. Tout à fait, pour reprendre une de mes expressions favorites. Bien merci, c'était voilà pour les petites brèves, les petites actus récentes. Maintenant, on va repasser au top et flop. On l'avait déjà fait dans le dernier podcast. On va commencer avec toi, Flo. Et donc, on va un peu traiter ta schizophrénie, puisque ton flop dans le dernier podcast, c'était le banc des Mystics. Et cette fois-ci, ton top, c'est le banc des Mystics. Alors, est-ce que toi et ton ami pouvez nous expliquer votre choix ? Mais déjà, on a gagné un match début de semaine. Donc, écoute, on a sorti le champagne. Le Prosecco. Le Prosecco, non, mais nous, on boit tout, c'est pareil. Hein, ça, c'est du protectionnisme. Mais donc, non, en fait, oui, je pleure sur le banc depuis le début de saison parce que je le trouve extrêmement peu productif. Et là, ici, depuis quelques matchs, l'équipe, elle est passée complètement dans un autre projet qui est de se dire que, bon, de toute façon, ici, la saison, elle est pliée. Dans le meilleur des cas, si on accroche les playoffs, et j'y crois de moins en moins, ce sera en 8e position, donc ce sera pour aller se faire latter assez rapidement. Donc voilà. Par contre, on n'a aucun intérêt non plus à tanker bêtement parce qu'on n'a pas notre pic l'année prochaine. Donc en fait, l'équipe s'est dit, plutôt que d'avoir un peu des vétérans signés pour un an comme Essence Carson, comme chez Pedi, ils ont coupé ces joueuses-là et ils ont plutôt été rechercher des jeunes. Donc Stella Johnson qui avait été coupée par le Chicago Sky. Et aussi Sue Sutton qui avait été drafté par les Mystics et puis qui n'avait pas été gardé en début de saison.
Et donc là, maintenant, le but, on le voit, il leur donne beaucoup plus de minutes. Stella Johnson, elle a même été titularisée. Et du coup, ça ne gagne pas spécialement, même si on a gagné contre le Dream. Mais on voit un banc qui est beaucoup plus chouette à regarder, en fait, qui propose quelque chose. Stella Johnson, bon là, elle n'était pas sur le banc son premier match, mais elle a mis 25 points dans la victoire face à Atlanta. Je m'y attendais pas du tout, c'est super. Dans le match suivant face à Dallas, là, il y a un moment, l'équipe est menée de plus de 20 points. On s'attend à encore de nouveau perdre sèchement. Et en fait, petit à petit, l'équipe, elle enclenche le mode remontada et en fait, c'est le banc tout d'un coup et les remplaçantes avec justement Suxuton, Kiara Leslie qui va être mise en défense sur Harrison Gumbowale et qui va faire du très bon taf. Alena Coates, que j'ai assez souvent critiqué depuis le début de saison et qui en première mi-temps avait comme d'habitude des mains en savon et qui m'énervait et puis en deuxième mi-temps elle s'est battue, elle a été chercher des fautes, elle a été prendre des rebonds, elle termine quand même à 11 points, 7 rebonds et toute la remontée se fait vraiment sur les remplaçants. Donc oui, non, ça doit être signalé. Après, on va pas gagner des masses de matchs, mais par rapport à la bouillie qu'on pouvait voir sur certains matchs, ne fût-ce qu'avoir des matchs serrés comme on a eu ici face à Phoenix, une victoire face à Atlanta et même face à Dallas où bon, ça aurait été un peu un hold-up, mais sur un malentendu, on pouvait même le gagner. On a été en prolongation. Bon, et par rapport aux 2 semaines que je venais de vivre avant, ouais, c'est quand même plutôt un top. Très bien, ça va, tu passes pas complètement pour un dingue. Et au niveau de ton top, je pense que ça c'est quelque chose qui est venu justement en sélectionnant les All-Stars dont on parlera après. C'est en fait la différence de niveau entre la conférence Est et Ouest, quelque chose qu'on peut déjà voir et qui est très fort en NBA, et visiblement c'est la même chose chez les femmes. Oui, en flop, hein. Mais effectivement, c'est quelque chose dont on rigole assez régulièrement parce que c'est le cas en NBA chez les hommes depuis assez longtemps. Chez les femmes, c'est pas si vieux que ça parce qu'il y a 4-5 ans, c'était la saison passée, par exemple, c'était extrêmement équilibré. Cette année-ci, c'est fou, le déséquilibre qu'il y a entre l'Est et l'Ouest. Si on faisait des classements par conférence, comme c'était avant au niveau des qualifications de play-off, il faut savoir que Washington, qui est 10e de la ligue, en fait est 4e à l'Est et serait qualifié, alors que Phoenix, qui est 6e, serait 5e à l'Ouest et serait éliminé. Donc c'est assez fou. Moi j'ai vu passer un tweet aussi qui montrait que quand il y avait des confrontations Est-Ouest, plus de 3 fois sur 4 c'était gagné par l'Ouest. Ça c'est le plus gros score depuis le début de la WNBA. Il n'y a jamais eu un déséquilibre aussi gros entre les deux. Bon, après, il faut avouer, c'est qu'en WNBA, c'est pas trop problématique parce que le classement se fait sur la ligue entière. Il y a quand même très peu de cas où, en plus, cette saison-ci, c'est vraiment en aller-retour. Donc, on rencontre pas plus les équipes de sa propre conférence. Mais c'est vrai que si cette situation perdure les saisons prochaines, avec fatalement un calendrier qui, on l'espère, va redevenir normal, et donc les équipes de l'Est qui vont jouer normalement plus contre des équipes de leur propre conférence, ça peut poser question, effectivement, quand on voit une disparité à ce point-là. On va faire l'exercice après de faire nos All-Stars. On l'a tous fait ici récemment pour préparer la vidéo. On a quand même tous vu que c'était la guerre à l'Ouest et qu'on était obligé de laisser sur le carreau certaines joueuses et ça nous faisait vraiment mal, alors qu'à l'inverse, à l'Est, c'est toutes des joueuses qu'on aime bien, donc ça ne nous dérange pas de leur donner leur petite étoile, mais bon, il y en a certaines, on se dit, dans un monde équilibré, on en prend 3 de l'Ouest qu'on met à l'Est parce que c'est un peu fou, quoi. Donc ouais, j'espère que c'est dû à la situation très particulière de cette année, au fait qu'il y ait des grosses stars à l'Est comme Jonquel Jones, Elena Deldon, Taina Charles qui ne sont pas là et que bon, ça puisse se rééquilibrer dans les saisons prochaines. Au final, la finale de l'année dernière a opposé 2 équipes de l'Est. Donc on sait jamais. Je pense pas que ce sera le cas cette année, hein, mais. L'année passée, c'était très équilibré. Hein. Franchement, les statistiques n'étaient pas du tout la même. C'est vraiment cette année qui est très particulière à ce niveau-là. Année particulière et jusque dans l'équilibre des conférences. Alors, Shai, toi, tu as choisi de parler en top d'une joueuse. On le dit tout le temps qu'elle est sous-estimée. Maintenant, on en parle tellement que je pense que ça commence à devenir un petit peu moins sous-estimée. Mais ça fera jamais de mal de rajouter une petite couche sur Courtney Vandersloot. Oui, Courtney Vandersloot, toujours un peu sous-estimée, mais là on commence effectivement à voir que c'est la meilleure meneuse de la ligue, c'est incontestable, et que c'est pas seulement une des meilleures meneuses, la meilleure meneuse de la ligue, mais une des meilleures joueuses tout court de la WNBA.
même moi, j'étais plutôt convaincu qu'on partait sur on en parlera tout à l'heure, mais sur une course au MVP entre deux joueuses, Breanna Stewart et A'ja Wilson. Et là, ce que je vois de Courtney Vandersloot depuis quelques jours, quelques semaines, je suis en train de me demander si elle incarne pas encore mieux que les deux joueuses que j'ai citées juste avant, le terme MVP en fait, parce qu'on oublie parfois le terme valuable qui veut dire que c'est la joueuse la plus irremplaçable de la ligue. Si on prend à Seattle, Breanna Stewart, elle est fantastique, mais le collectif peut tourner à peu près correctement sans elle. Je pense qu'à Vegas, bon, cette année c'est un peu particulier, mais A'ja Wilson aussi. À Chicago, à mon avis, on enlève Courtney Vandersloot qui tourne à quelque chose comme 13 points et presque 9 passes, qui gère tout le tempo du jeu, qui est, comme j'aime le dire souvent, une coach sur le terrain. On la voit haranguer tout le monde, replacer tout le monde. Si on l'enlève, je pense que Chicago est beaucoup, beaucoup plus bas. Elle allie l'efficacité et le côté spectaculaire, le nombre de passes aveugles qu'elle lâche dans les matchs. Il n'y a personne d'autre qui est capable de faire ça. Quasiment personne. Et j'ai bien un nom en tête qui a des problèmes de genoux, mais qui est capable aussi, hein, quand même. Enfin, voilà. En tout cas, à cette fréquence et avec ce volume-là, à l'heure actuelle, je pense qu'elle est un peu seule au monde. Et en fait, quand tu regardes le classement des passeuses, il y a un monde d'écart entre elle et les autres, en fait. En termes de volume, elle joue pas beaucoup plus que toutes les autres meneuses de la ligue, et elle tourne à, je sais pas, elle est à plus de 3 passes de moyenne de plus que la deuxième, quoi. Donc pour moi, c'est une joueuse que je redécouvre parce que je regarde un peu plus Chicago du coup cette année, et je trouve qu'elle progresse encore, en fait. Elle est bien plus forte que sur les saisons précédentes. C'est sa meilleure saison au scoring, c'est sa deuxième meilleure saison à la passe. Elle est plus à droite que jamais. Alors en début de saison, il y a eu quelques matchs où en fin de partie, il y a eu quelques pertes de balles un peu fâcheuses. Mais derrière, elle a complètement rattrapé le tir, et Chicago est la meilleure équipe de l'Est actuelle. Donc pour moi, c'est grâce à Vandersloot, et c'est une candidate au MVP au même titre que les deux que j'ai cités avant. Donc, voilà, bravo à Sloot, et on espère qu'elle va continuer comme ça. Mais tu as parlé que c'était sa meilleure année au scoring, et je pense que c'est aussi un élément, c'est que jusque-là aussi, ce qui faisait qu'elle avait tendance à être un peu sous-estimée, c'est que le basket, et d'autant plus le basket américain, c'est quand même un monde de stats, et au niveau des stats, à part à la passe où ses stats, elles sont ridicules, tellement il y a un écart entre elle et les autres. Souvent au scoring, elle est quand même nettement plus discrète, et là, cette dernière semaine ici, elle a vraiment fait des belles performances, et elle a rajouté plus de 2 points par rapport, c'est sa meilleure saison, mais ouais, elle a vraiment, elle est plus impactante à ce niveau-là, et c'est peut-être, je pense, aussi ce qui fait qu'elle rentre plus dans la discussion, parce que malheureusement, voilà, elle rajoute cette corde-là en plus, et qui était peut-être nécessaire pour qu'on parle d'elle. Et ton flop, du coup, il est à l'ouest, et c'est l'équipe du Phoenix Mercury qui te déçoit un peu. Alors, j'avais pas d'énormes attentes sur Mercury. Dans notre classement de début de saison, on les avait pas mis particulièrement, on les avait pas mis dans le top 3. Moi, je les avais classés 5e, je crois. Je dirais pas que c'est une énorme surprise, parce que j'avais des questionnements sur la façon dont ça laisse goupiller entre les 3 stars, sur le reste de l'effectif. Mais là c'est plus inquiétant que ce que je pensais, parce que ça marche par à-coups. Je vois pas une identité de jeu fantastique, alors que c'est une coach qui est très respectée. C'est des joueuses, il y a 3 joueuses fantastiques. Mais par exemple, défensivement, je trouve ça alarmant et catastrophique les 3 quarts du temps. Et quand elle gagne des matchs, c'est parce que Griner a réussi à enfoncer la raquette adverse, que Torazi s'est un peu énervé, et que Skylar Diggins a mis plus de 20 points, quoi. Mais le reste autour, je trouve ça... je vois pas de... Bon, il y a Bria Hartley, c'est le rayon de soleil en sortie de banc. Même quand elle est dans le 5, elle fait une saison vraiment magnifique. Mais je vois pas de dynamique collective qui me rassure en vue des playoffs. Et là, même en saison régulière, c'est compliqué. Elles perdent des matchs qu'elles doivent pas perdre. Et je trouve pas de joie de vivre même dans l'équipe, d'enthousiasme. Là, le truc avec Griner, on sait pas encore exactement ce qu'il en est, mais c'est symptomatique pour toi. Ouais, ça sent pas très bon, quoi. Je sais pas. Même Torazi, on sait comment elle est focus sur la compétition à mort. Elle va pas se marrer tout le temps sur le terrain, mais je sais pas. J'ai un mauvais feeling autour de Phoenix, et ce que je vois, j'ai pas vu beaucoup de matchs de leur part qui m'ont fait dire attention, en playoff ça va vraiment faire mal.
Là, ça marche par à coup et je vois, en fait, défensivement surtout, les adversaires attaquent à mort Torazi et Deacon Smith sans aucune retenue parce que ça passe sans problème. Et j'ai très peur en playoff. J'ai très peur pour elle en playoff. Si ça risque de faire un flop en playoff. Liv, tu prenais du bon temps lors du dernier podcast. Ah non. Et donc, j'ai été contrainte de ne pas participer. De retourner à la piscine. Donc, je suis contente d'être de retour. Et donc, je reviens cette fois avec un top qui sera pour 2 joueuses de Minnesota, qui sont toutes les deux passées par UConn et qui ont toutes les deux été un peu sous-estimées au moment de leur draft. C'est donc Napisa Collier et Crystal Dangerfield. On se souvient que Napisa Collier, elle avait été choisie qu'en 7e position et qu'elle avait fini rookie de l'année dernière. Et cette année, on a également Crystal Dangerfield, donc on attendait plutôt comme un choix de premier tour de draft et qui finalement n'avait été choisi qu'assez tard au 2e tour. Et pourtant, toutes les deux performent magnifiquement bien sur les terrains. Nafisa, c'est comme la saison dernière, elle est presque indispensable dans cette équipe. Je pense qu'on voit clairement que c'est le futur des Lynx. Là, elle est 4e au nombre de rebonds, 2e au nombre de contres, 5e au nombre de steals. Donc, ce sont des chiffres qui montent pas. Et en plus, elle apporte une dynamique précieuse sur le terrain, je trouve. Et la surprise de l'année, si on peut le dire, c'est le très très bon début de saison de Crystal qui, elle aussi, marque beaucoup de points. Elle tourne à peu près 14,6 points de moyenne par match. Elle apporte de l'énergie, elle a un bon shoot et je pense qu'elle fait partie des éléments qui permettent aux Lynx de figurer dans les premières places du classement, alors qu'on les y attendait peut-être pas. Voilà. Et pour conclure, je dirais que c'est quand même 2 exemples qui montrent à quel point Cheryl Reeve est une coach de talent qui sait dénicher des joueuses dont les autres équipes ne se méfient pas forcément pour en tirer le meilleur potentiel. Voilà. Clairement, là, c'est lettre de noblesse dans le scouting et dans le choix de draft parce que waouh! Là, pour revenir sur Nafisa Collier, elle est montée en puissance depuis que Sylvia Fowles est blessée. Elle joue différemment au poste 3, poste 4. Quand elle a besoin, elle impacte des 2 côtés du terrain. Je la trouve en plus, elle dégage un truc vraiment positif. Je la vois souvent sourire dans les rassemblements, les trucs. Elle est smooth. Ouais, elle a l'air toute douce. Son jeu, mais il y a rien de forcé, quoi. Et elle est all around. Elle touche à tout. Tu sais pas ce qu'elle. Franchement, il y a pas beaucoup de joueuses qui sont à ce point complètes, je trouve, dans la vie. Il y en a quelques-unes, hein, mais franchement, et avec une impression de facilité, quoi. C'est la cote artistique, ça compte. c'est sa 2e saison et voilà, ça peut vraiment. C'est clairement elle l'avenir de la franchise et Dangerfield est meilleur que ce qu'on attendait, hein, au final. On avait tous dit que c'était un peu un style. Il y avait une possibilité que ce soit un style parce qu'on l'avait tous mis au premier tour. Mais là, c'est une pile électrique sur le terrain. Elle fait tout, quoi. Mais bon, ça participe au mea culpa général qu'on va devoir faire sur les Lynx à la fin de la saison. On les a mis pas que ce qu'on aurait dû. On les avait mis en se posant des questions justement sur le backcourt et c'est aussi un peu elle et Lexi Brown aussi qui répondent en disant non, en fait il n'y a pas de souci, on gère et vous inquiétez pas, le backcourt il va très bien. Lexi Brown est en tête des steals en moyenne de steals par match. Ouais, c'est beau. Et alors ton flop, Liv, tu veux nous montrer que tu es femme de courage et que tu es capable de mettre les doigts là où dans les plaies quand ça fait mal, puisque tu vas nous parler des 2 défaites. Les 2 défaites consécutives du Storm, donc clairement un flop à contre-cœur, mais bon, il faut dire ce qu'il en est. Après, certes, je suis un peu déçue, mais je me dis que finalement, pour les fans de WNBA et de basket, ça remet un peu de piment dans cette saison parce que on se demandait peut-être si le Storm n'allait pas rouler tranquillement sur toutes les équipes. Et finalement, non, on voit que là, au niveau du classement général, ça se tient dans un mouchoir de poche pour les premières places. Donc, voilà, ça promet une fin de saison haletante. Après, je trouve que si on regarde les 2 défaites,
on voit que il y a toujours à chaque fois une joueuse qui fait une grosse performance. Ça a été par exemple Jewel Lloyd face à Indiana qui marque 35 points ou Brianna Stewart qui était complètement présente face à Vegas. Mais ça suffit pas en fait. Et je pense que vraiment l'atout du Storm, c'est le collectif. Et les plus beaux matchs, les plus belles victoires qu'on a réussi à engranger, c'était quand Stewie ou Jewel Lloyd mettaient par exemple que 15-20 points, mais que toutes les autres joueuses, enfin pas toutes, mais que au moins 5 ou 6 étaient également à plus de 10 points. Et donc, je pense que c'est vraiment voilà, cet aspect collectif qui nous permettra ou non d'aller au bout. Merci. Ainsi que l'adresse, bien sûr, parce que voilà. Donc merci au Storm de nous garantir encore un poil de suspense dans la saison et de pas plier tout à la mi-août, quoi. Les 2 défaites étaient c'est de l'altruisme. Soubird était absente lors des 2 défaites. Oui. Mais plus importante que ce que je pense. Ah ah. Mais non, dans les 2 défaites, non, mais face à Indiana, c'est normal, c'était face à Julie, donc c'est compliqué de jouer face aux meilleures joueuses de la Terre. Mais non, plus sérieusement, la défaite face aux E6, moi, il y a quand même un truc que j'ai remarqué, c'est qu'il y a un moment, les E6 prennent quand même une belle avance, et sur la fin du match, il y a un moment où le Storm se met en route, et franchement, il y a un moment, je me suis dit, mais elles vont revenir en fait. Ouais. Et il y a eu une petite séquence où elles ont grappillé. Au final, le score est beaucoup moins sévère qu'il aurait pu être. Et en fait, elles ont perdu. Et moi, l'impression visuelle que j'en ai retirée, c'est oh purée, le Storm, c'est fort. Alors que pourtant, elles ont perdu, quoi. Mais c'est vrai que bon, la performance de Stewie lors de ce match-là, elle est complètement historique. Mais peut-être que du coup, tout est passé par elle parce qu'elle était vraiment, vraiment en feu et que ça a peut-être un peu grippé le collectif. Et je pense aussi que les S6 ont bien mis un plan en jeu qui, ce match-là, a fonctionné. Et c'est bravo à elle, quoi. Et vous m'offrez une transition de rêve pour mon top à moi, puisqu'on parlait du fait que les défaites du Storm avaient eu lieu en l'absence de Soubird. Moi, ce que j'ai décidé de pointer du doigt dans un côté positif, c'est qu'en fait, cette année, les joueuses plus âgées ne comptent pas pour des prunes. Soubird a des problèmes de blessure, certes, mais quand elle est là, elle a un impact qui est phénoménal. Diana Taurasi, elle claque encore 34 points, je pense, et c'est bon, elle est pas épaulée, elle fait pas les stats qu'elle fait toujours les autres années, mais on peut franchement pas dire qu'elle est sur le déclin et en train de faire n'importe quoi. Alors comment ne pas mentionner la saison de Candace Parker, qui sème des doubles-doubles partout où elle passe, avec une niaque, une envie, un sourire. Enfin, je veux dire, cette femme a 25 ans. Sylvia Fowles avant sa blessure, qui aussi domine toute la Ligue Ourbon. Angel McCoughtry qui revient en pleine forme. Bref, voilà, ça me fait plaisir parce que on sait clairement que leurs années sont plus comptées. On sait qu'on a des années encore devant nous de Arike Ogunbowale, de Nafisa Collier, etc. C'est moins le cas pour les joueuses que je viens de citer. Et pouvoir encore profiter de les voir cette saison, alors qu'on aurait pu passer à côté, de ne pas avoir de saison, mais qu'elles soient là et qu'elles performent, moi c'est vraiment quelque chose qui me fait plaisir. Enfin, vous savez que j'ai un amour infini pour ce que j'appelle les légendes, et voilà, je trouve, enfin, Candice Dupri aussi, évidemment qu'on doit citer, qu'on doit évidemment citer 1000 fois et qui fait aussi une saison terrible. Et ces joueuses qui sont en train tout doucement de passer dans les classements All-Star, All-Time, on les voit passer, voilà, Candice Dupri a dépassé telle personne, etc. Voilà, moi c'est vraiment un truc qui me fait super plaisir parce que je kiffe voir la nouvelle génération, mais j'aime aussi quand la vieille garde se défend et arrive encore à montrer voilà que ouais, des jeunes jambes c'est important, mais l'expérience ça l'est aussi. Et justement, dans mon optique de casser du jeune, j'avais parlé de mon flop. Ouais, vraiment, ok boomer. Non, mon flop, il est pas vraiment personnel. En fait, c'est une petite déception par rapport au top 3 de la draft. Je m'explique, on nous avait quand même prévu une année de draft extraordinaire. Sabrina Ionescu, Satou Sabali, Lauren Cox, les 3 premières. Et au final, Sabrina Ionescu, c'est évidemment, enfin les 3 sont blessés, ont eu des problèmes de santé. Sabrina Ionescu, on en a parlé, grosse blessure à la cheville, on la revoit pas. Satou Sabali, elle a aussi été blessée plusieurs matchs et elle a fait quelques performances sympas, mais peut-être un petit peu moins que ce qu'on attendait. Et Lauren Cox, elle a un mal de chien à se mettre en route. Maintenant, la pauvre, elle a fait le Covid, elle est arrivée après tout le monde dans la wobble. Enfin bref,
au final, par rapport à ce qu'on nous avait vendu comme étant une année et un cru extraordinaire, même à Larry, je pense qu'elle était 5e. On peut pas dire que c'est inégal, quoi. Je veux dire, en fait, on nous a tellement survendu cette année de draft qu'au final, elle est peut-être de là à dire décevante. Maintenant, attention, je remets vraiment les choses dans leur contexte. C'est une année hyper particulière. Elles ont eu un camp d'entraînement très bizarre. Il y a eu des blessures. Enfin, elles sont vraiment dans un contexte tellement difficile que je leur jette vraiment pas la pierre. Mais par rapport à ce qu'on s'attendait, c'est peut-être pas pour rien justement que les vieilles sont toujours en train voilà. C'était peut-être un contexte tellement particulier que sans expérience de la ligue, etc., tu peux avoir du mal à t'habituer encore plus que d'habitude, et c'est peut-être un petit peu ce qui se passe. Donc voilà, je pense juste qu'on va les attendre. L'année prochaine, il n'y aura pas de souci, ce sera le cas. Mais cette année, ça a été difficile pour les rookies en tout cas. Mais c'est surtout une question de blessure. Je rajouterais même le numéro 4, un Kennedy Carter, dans le tas, vraiment toutes les joueurs de loterie. Parce qu'en fait, quand t'imagines cette saison avec les moments de fulgurance qu'on a vu au tout début de Sabrina Ionescu, comme c'était bien parti pour Kennedy Carter. Après, effectivement, Satou Sabali, elle a eu quelques blessures, mais c'est vrai qu'elle a plus de mal à rentrer dedans. Enfin, il y a des très bons matchs, c'est inconstant en fait. Et Lauren Cox, elle a eu une préparation tronquée, mais petit à petit, ça commence à aller mieux, mais il y a encore du chemin. Mais je veux dire vraiment, en tout cas, sur ce que montraient vraiment les 2-3 premiers matchs, on était en train de se dire que ne fût-ce qu'avoir un duel pour la rookie de l'année, Sabrina Ionescu, Kennedy Carter, c'est super pour Crystal Dangerfield qui fait une super saison, et on va en reparler après, mais ça aurait peut-être eu plus de gueule, quoi, effectivement. Et maintenant, oui, effectivement, comme tu dis, c'est pas de leur faute à elles. Oui, je m'attaque pas aux personnes. On va dire, je pointe une situation. La situation est un peu décevante parce que on se dit, c'est toutes des occasions manquées de joueuses qui n'ont pas leur possibilité de faire leur preuve, alors qu'elles en ont sans doute le talent. Mais effectivement, comme tu dis, c'est une saison où il y avait très peu de préparation. Et dans un podcast récent, c'est Soubert qui en parlait en disant qu'en fait, les équipes qui fonctionnent bien, c'est celles qui ont pu miser sur la continuité, que c'était déjà le cas en règle générale, parce que en règle générale, il y avait déjà cette histoire il y a l'off-season et puis la saison est assez courte, donc t'as pas les 82 matchs de NBA pour te mettre en route, et que c'était encore plus vrai cette saison-ci qui était encore plus courte, et donc les équipes qui tournaient bien, c'était les Sparks, le Sky, le Storm, qui en fait avaient très peu bougé leur équipe, et fatalement les rookies là-dedans c'est très compliqué parce que tu dois t'habituer à une nouvelle ligue, à un nouveau monde, et tu le fais avec quasi pas de préparation, donc fatalement c'est compliqué, mais c'est décevant pour les fans que nous sommes qui aurions espéré voir ça, quoi. Et tu parlais des fulgurances. Ouais, effectivement, on aurait espéré mieux de la part du top 3, 4, etc. Mais les fulgurances en question que j'ai vues de certaines joueuses, même Lauren Cox, c'était vraiment difficile au début physiquement. Là, sur les derniers matchs, je trouve qu'on commence à voir un peu la joueuse qu'elle était à Baylor. Elle commence à s'écarter, à shooter un peu. Son jeu de passe, il commence à s'affûter. Et Satou Sabali, c'est pas pour la défendre parce que c'est celle que je préférais à la base quand même, celle en qui je fondais le plus d'espoir peut-être. Je trouve que la situation à Dallas, elle est quand même un peu, c'est un peu bancal parce que Brian Hagler change énormément de rotation, c'est jamais les mêmes choses qu'elle a autour. Là, elle a un pépin physique, mais je pense que Dallas, c'est l'équipe qui a changé le plus de 5 de départ, et le temps de jeu de chaque joueuse est hyper inégal, donc ça facilite pas les choses pour une rookie de pas avoir de repères. Et puis ce qu'on a vu d'Ionescu et Carter, même sur seulement quelques matchs, je pense que pour l'avenir, ça va rouler. Hein. Ouais, c'est vraiment les blessures, ces deux-là. Tout à fait, eh bien voilà, vous avez nos tops et nos flops. Alors, vous le savez, c'est la saison. Normalement, au milieu de saison, arrive le All-Star Game. Il n'y en aurait de toute façon pas eu cette année parce que normalement, il devait y avoir les JO de Tokyo. Mais on imagine, dans un monde magique, il y aurait eu un All-Star Game. Alors, nous avons voté pour faire nos équipes All-Star. Alors, comment ça s'est passé ? On a chacun choisi, donc évidemment, dans la conférence Est et dans la conférence Ouest, 2 gardes pour être dans le 5 de base, 3 forwards pour être dans le 5 de base, et puis après on a choisi les remplaçants et on s'est permis une wild card, c'est-à-dire une joueuse qui peut jouer un peu où on veut. Alors les joueuses, on a fait chacun nos sélections sans voir celles des autres et on a attribué des points. Les joueuses qui étaient dans le 5 de base avaient 2 points, alors que les joueuses qui étaient en remplaçant en avaient que 1. Et on va pouvoir, comme ça, vous livrer notre équipe All-Star. Alors, on va commencer par l'Est. Alors, à l'Est,
Dans le 5 de base, on a choisi le power couple de Chicago, puisqu'on a Courtney Vandersloot et Ali Quigley qui sont là pour mener la barque et shooter comme il le faut. Et en forward, on a là à nouveau un couple, mais un couple de joueuses, pas un couple à la ville. C'est Dewana Bonheur et Alyssa Thomas du Connecticut Sun. Et elles sont accompagnées d'une légende, la légende Candice Dupri. Et donc voilà, vous avez un 5 bien équilibré, Courtney, Ali, Dewana, Alyssa et Candice Dupri. Alors dans nos réservistes, en garde, on a Betnay Jalani et Kelsey Mitchell. Donc Betnay Jalani, on en parlera après, on ne peut pas ne pas la mentionner dans les MIP, c'est la joueuse d'Atlanta. Et Kelsey Mitchell, c'est une shooting guard du Fever d'Indiana, une machine à shooter véritablement. Alors au niveau des forwards, à l'Est, donc pour être sur le banc, on a Kalia Cooper, joueuse du Chicago Sky et ex-Castor de Brenne, j'aime toujours le rappeler pour montrer qu'on a des stars dans la région. Maïcha Ainsalen de Washington Mystics. Et alors on s'est dit aussi, comme je vous disais, l'Est c'est tellement what the fuck qu'on a carrément un duo du Mystics qui est donc 10e, puisqu'on a Maïcha Ainsalen et Emma Messman. Et enfin notre wildcard, parce que si on ne l'avait pas prise, ça n'aurait pas été un podcast de Swish, c'est évidemment Julie Allemand. Et alors, une petite mention honorable, elle a été citée, elle n'est pas retenue, c'est pour Azura Stevens du Sky. Donc voilà, je vous répète, on a dans le 5, Courtney Vandersloot, Ali Quigley, Dewana Bonheur, Alyssa Thomas, Candice Dupri. Sur le banc, Betnay Jalani, Kelsey Mitchell, Kalia Cooper, Maïcha Ainsalen, Emma Messman et Julie Allemand en wildcard. Un petit commentaire sur l'équipe de l'Est ? Je pense que c'est une belle équipe. Dans le 5 majeur, on retrouve des joueuses d'expérience dont on connaissait déjà le talent et l'étendue. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que sur le banc, on a plusieurs talents sur lesquels on n'aurait pas forcément parié la saison précédente, que ce soit Betnay Jalani, Kalia Cooper ou encore bien sûr Julie Allemand. Donc on voit qu'il y a quand même des joueuses qui montent en puissance sans qu'on ait forcément pu le prévoir et que ça annonce que de bonnes choses pour la suite de la WNBA. Malheureusement, ça montre malheureusement pas pour ces joueuses-là, ça aurait été super d'avoir été All-Star, et je pense que la sélection qu'on a choisie aurait peut-être pas été loin de ce qui aurait pu se faire. Mais ça montre la disparité de talent, on verra avec l'Ouest tout à l'heure, mais là c'est des joueuses qui étaient des role-players avant. Betnay Jalani, on la voyait comme une super joueuse défensive, mais pas plus que ça. Et là d'un coup, elle joue pour une équipe qui est pas bien classée, mais elle fait des performances. Donc on est presque obligé de la mettre. Kalia Cooper, c'est pas une joueuse qu'on aurait identifiée comme une All-Star à la base. Julie Allemand est rookie. Bon après, pour moi c'est pas spécialement la plus surprenante. C'est une des meilleures passeuses de la ligue. Pourcentage à 3 points, un des meilleurs. Je suis dans une équipe qui est encore en course pour les playoffs, donc c'est pas honteux non plus. Ça montre, et puis il y a deux joueuses du Sun, le Sun qui a fait un démarrage catastrophique. Deuxième à l'Est. Et deuxième à l'Est, qui est complètement en course pour les playoffs malgré le départ catastrophique. Donc ça montre que on a quand même dû creuser un petit peu. Et c'est des joueuses qu'on aime beaucoup et c'est bien de les récompenser comme ça. Mais ça montre que au niveau Star Power, c'est pas ce qui va se faire avec comparé à ce que vous allez entendre après. C'est pas pareil. Ce que vous allez entendre va vous étonner. Le deuxième va vous étonner. Au final, c'est Julie Allemand en wildcard, mais quand on essaye d'être sérieux, par rapport à cette saison-ci, la première joueuse est-ce que c'est pas plutôt Emma Messman qu'on aurait tendance à retirer en premier dans cette si on devait reprendre une joueuse, quand tu vois la saison qu'elle fait au statut, elle l'a, mais franchement quand on voit la saison, ça fait partie un peu des déceptions quand même. Steph, avoue-le aussi, non? Elle fait pas partie de tes déceptions? Je dois y aller. Je l'adore, mais la saison est compliquée et Maintenant, effectivement, oui, je crois que ça montre aussi la disparité Est-Ouest et cette saison-ci. Maintenant, oui, je pense qu'elle aurait pu l'être réellement par rapport à cette saison-ci avec les votes officiels parce que la saison est ce qu'elle est. Après, on va pas faire un débat sur Emma Messman parce que je pense qu'on en parlera bien une fois dans un des podcasts. On espérait qu'elle prenne un rôle qu'elle n'a pas pris, ça c'est une certitude.
Maintenant, elle fait des pourcentages. J'ai l'impression qu'elle retrouve un peu ce qu'on disait tout à l'heure de Sloot. Elle fait des stats, mais pas toujours les stats qui font bling bling et qui font rêver. Mais quand tu vois son niveau au pass, par exemple, c'est quand même quelqu'un qui s'est. Elle a su aussi son game dans d'autres choses. Maintenant, oui, elle n'est pas là où beaucoup de gens l'espéraient et l'attendaient. Maintenant, j'attends encore de voir et il faut encore que j'intègre des choses avant de faire une déclaration finale. Mais c'est Emma, quoi. Voilà. Bref, vite, passons à l'ouest pour vous montrer les disparités. Et donc, alors, à l'ouest, on a deux gardes qui seront Diana Taurasi, excusez du peu, et Arike Ogunbowale dans le 5 de base. Et elles seront accompagnées de Brianna Stewart, Aja Wilson et Candace Parker. Je ne vois pas pourquoi vous dites que c'est pas équilibré, il n'y a pas de problème. Alors, sur le banc, il y aura Jewel Lloyd de Seattle Storm. Et grâce aux membres féminins de la team Swiss, il y aura évidemment Sue Bird. Sue Bird, c'est combien de sélections All-Star, Liv, tu sais? Sélection All-Star, le plus grand nombre de sélections. Combien? J'ai pas entendu le début. 11. 11. Donc, grâce à nous, elle en aurait une 12e. Et alors, au niveau des forwards, celles qui seront sur le banc, là aussi, c'est presque risible. C'est Nafisa Collier, Angel McCoughtry et Sylvia Fowles. Et en wildcard, écoutez, on va faire plaisir à tout le monde. S'il y a Julie Allemand d'un côté, et c'est tout à fait mérité, il y a évidemment Bria Hartley de l'autre, qui mérite 1000 fois cette sélection. Et alors, dans les mentions honorables, celles qui ont été mentionnées par certains membres, mais qui n'ont pas eu assez de votes que pour être retenues, il y a Chelsea Gray, qui a fait un début de saison parfois un petit peu lent. Elle a bien pris en vitesse ces dernières fois, mais voilà. Et Brittney Griner qui, à mon avis, de toute façon, elle est partie. Donc, on n'aurait pas su la garder. Donc, pour vous résumer, on a un 5 de base composé de Diana Taurasi, Arike Ogunbowale, Brianna Stewart, Aja Wilson et Candace Parker. Sur le banc, on a Jewel Lloyd, Sue Bird, Nafisa Collier, Angel McCoughtry et Sylvia Fowles. Et Bria Hartley pour venir artiller tout ça. Et là, vous trouvez du coup que c'est pas équitable. Quand tu vois les noms qui sont laissés... Allez, si on prend juste la première laissée à la porte, d'un côté t'as Azura Stevens et de l'autre côté t'as Brittney Griner. Et franchement, on en a discuté un peu cet après-midi. Brittney Griner, il y a un moment il faut faire un choix. De toute façon, on avait mis la règle qu'on en prenait que 11 et donc fatalement, maintenant elle a totalement le calibre All-Star. Elle fait une saison, elle a des stats. Elle et Chelsea Gray aussi d'ailleurs. Il y a beaucoup de discussions qu'on aurait pu avoir. Oui, c'est dans ce sens-là que je parlais par rapport à Emma tantôt, quoi. C'est quand tu vois ce qui se passe à l'Ouest. Maintenant, il y avait au niveau des forwards, il y avait une unanimité complète avec les 3 noms, Brianna Stewart, Aja Wilson et Candace Parker, qui sont potentiellement 3 des 4 candidates MVP cette saison. C'est vrai que dans les noms à l'unanimité, ça c'est peut-être bon à savoir. Donc celles qui ont été citées absolument par tout le monde, c'est à l'Est il y en a 2, c'est Courtney Vandersloot et Dewana Bonner qui ont été citées par tout le monde pour être dans le 5 de base. Et à l'ouest, c'est les 3 noms que tu as cités, c'est Brianna Stewart, Aja Wilson et Candace Parker qu'on a tous mis dans le 5 de base. Donc Diana Taurasi, 7 points et pas 8. Je ne sais plus qui a fauté, mais... C'est moi. Évidemment, le mec qui n'aime pas les vieilles. Hein. Toujours le même. Je vais me justifier pour Sue Bird et je pense que Flo a les mêmes arguments que moi. Ça taille, hein. T'as vu en normal, juste sur le statut. Moi, en tant que fan, j'aurais voté tous les jours, j'aurais donné mon vote à Sue Bird parce que j'ai envie de la voir au All-Star Game. C'est un match de gala, j'ai envie de voir une des 2-3 meilleures joueuses de tous les temps, j'ai envie de voir ça. Par contre, si je m'en tiens à au strict critère sportif, peut-être qu'à la fin, elle n'aura pas joué la moitié des matchs possibles. Là, elle a la moitié, 7 sur 14. Elle a la moitié, pour moi, c'est un peu juste. C'est pour ça que... Sélection. Mais quand elle était là, t'inquiète pas, Liv, je vais pas... Quand elle était là, elle a été fantastique pour une joueuse de bien presque 40 ans. Elle a des stats avancées qui sont énormes. Elle est à droite à 3 points. Au plus-minus, c'est une des 2-3 meilleures joueuses de la ligue aussi. Mais il a fallu faire des choix et je me suis dit que là, à l'heure actuelle, la moitié des matchs, c'est trop juste. Effectivement, elle a raté beaucoup de matchs et c'est pour ça que Steph et moi avons consenti à ne la mettre que sur le banc.
Moi, Pour pondérer. moi, je l'avais mis dans le 5 de base. C'est ce que j'allais dire. Moi, par exemple, j'avais mis, j'ai mis les deux joueuses qui sont évincées, je les avais mises dedans, par exemple. Chelsea Gray, même si on l'a vu peut-être un peu meilleure d'autres saisons, ça reste la meneuse d'une des meilleures équipes de la ligue. Elle a des stats très 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 honorables. Elle est plus à droite que la plupart du temps. Mais après, voilà, en tant que cérémonie pure, le All-Star Game, on a envie de voir Soubird. Évidemment, c'est pas Etorazzi que j'ai mis remplaçante. Belle justification. Voilà, n'hésitez pas de votre côté aussi à commenter nos sélections. Évidemment, c'est toujours sympa d'échanger avec vous si vous pensez qu'on a fait absolument n'importe quoi. Ou si vous pensez que c'est un scandale que Soubird soit sur le banc, ou au contraire que ce soit un scandale simplement qu'elle soit là parce qu'elle n'aurait joué que 7 matchs sur 14. Alors, si vous aussi vous avez laissé mourir les aînés en temps de canicule comme Shai, n'hésitez pas à donner votre avis. Et enfin, voilà, on va conclure cet épisode en rediscutant rapidement des différents trophées individuels. On avait passé pas mal de temps à en parler la dernière fois. On va faire un petit update, voir un petit peu où on en est par rapport à ce qu'on avait dit la dernière fois. Et on commence avec le trophée de MVP. On avait quand même presque tous évoqué uniquement le nom de Stewie, parfois Jay Wilson, histoire de dire qu'il y avait un petit peu de concurrence. Mais là, même si Stewie, je pense, n'a pas du tout baissé en intensité et continue à faire douter Flo sur la véracité de sa blessure, il est toujours en train de faire des recherches sur les hôpitaux en Russie qu'il aurait réceptionnés au départ. Il est sur plusieurs pistes. Malgré ça, je pense qu'on peut vraiment mettre à Jay Wilson toujours, et on en a parlé tout à l'heure, Courtney Vandersloot dans la course au MVP. Votre avis là-dessus ? Ouais, moi je trouve que j'ai l'impression que Stewie est toujours devant, mais Jay Wilson et Sloot sont vraiment en train de lui souffler sur la nuque juste derrière. Jay Wilson, individuellement, elle est énorme, mais en plus il y a le côté collectivement, c'est la meilleure joueuse de la deuxième meilleure équipe. Donc on parlait tantôt de la définition du MVP. Les deux définitions s'affrontent chaque année et c'est à chaque fois la même discussion, c'est-à-dire est-ce qu'on prend la meilleure joueuse de la ligue ou la meilleure joueuse de la meilleure équipe, ou le côté valuable, à savoir si tu l'enlèves de l'équipe, qu'est-ce qu'il en reste, quoi. Et à ce niveau-là, non pas dire que Eja n'est pas valuable pour son équipe, pas du tout, au contraire elle est très fort, mais il y a un côté effectivement, parce que les 6 sont là, parce que les 6 sont juste derrière le Storm, il faut la récompenser aussi. Et par contre, Sloot, elle a parce que je pense que ça doit être une des joueuses qui rend le plus ses coéquipières meilleures de la ligue et qui bonifie vraiment, vraiment son équipe. Et donc les deux, pour le moment, ont vraiment leur mot à dire dans la discussion. Moi, j'ai quand même envie de rajouter en numéro 4 Candace Parker parce que les Sparks sont 3e. Les Sparks sont franchement pas loin non plus. Et on a parlé de Chelsea Gray qui fait une très bonne saison, Nneka Ogwumike qui fait une bonne saison aussi. Mais moi, je trouve que cette saison, Candace Parker, elle est même prétendante à l'écran, quoi. Enfin, c'est fou. Elle est partout. Elle a une intensité dans le jeu complètement folle, je trouve. Et donc, je sais pas si je la mets vraiment sur la même marche que j'ai vraiment envie de la mettre juste derrière en 4e, et il faut quand même la citer parce que c'est assez énorme ce qu'elle fait, et les Sparks sont quand même très 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 bons cette saison grâce à elle. Ouais, je pense que tu as bien résumé la situation par rapport au trophée de MVP. Rien n'est fait. Moi, je rajouterais que Stewie, peut-être son défaut, c'est que elle fait tout sans bruit. C'est d'une... Voilà, j'ai déjà parlé plein de fois de ma relation compliquée avec Stewie, c'est-à-dire que je vois le talent, je vois qu'elle est juste incroyable, mais elle a un côté parfois un peu lisse, presque trop lisse. Et pourtant, quand tu regardes les chiffres, quand tu regardes, elle marque de partout, elle fait ce qu'elle veut, etc. Et à côté de ça, c'est vrai que quand tu as une Candace Parker, par exemple, qui va beaucoup plus haranguer, bouger, etc. Et c'est triste à dire, mais même quand on aime le basket et qu'on s'y connaît, l'attitude sur le terrain, parfois, peut biaiser ce genre de choses-là. Et je pense que c'est peut-être quelque chose qui fait défaut à Stewie, c'est le côté hyper lisse, doux, où voilà, elle est d'une efficacité, mais c'est une snipeuse en fait, c'est en silence, alors que
et c'est ce qui fait défaut aussi à Sloot, hein, c'est aussi, voilà. Alors qu'une Adja Wilson ou une Candace Parker, ça fait plus de bruit, ça voilà. Le côté Energizer qui crie. Et donc, c'est malheureusement quelque chose qui peut parfois peser dans la balance. Alors, je dis malheureusement parce que bon, c'est pas comme si Stevie n'avait pas déjà chopé du titre de MVP à l'appel, hein, donc ça, il n'y a pas de problème pour elle. Elle arrive quand même à se faire entendre. Mais voilà, ici, on est c'est quelque chose en tout cas qui peut avoir son influence. Et je pense que là, tout est encore ouvert vraiment. En fait, moi, je pense que, souvent les votants, les journalistes qui votent, souvent ils se prennent pas forcément la tête et ils regardent d'abord donc quelle est la meilleure joueuse de la meilleure équipe de la ligue. Là, le fait que la saison soit très réduite, il y aura probablement peu d'écart entre les toutes meilleures équipes. Parce qu'au final, on a vu que Seattle, en perdant 2 matchs, même si on les voyait déjà filer vers la première place, elles sont déjà, Vegas est déjà revenu. J'ai l'impression que ça va un peu se jouer au classement si les deux, notamment si Stewart et Wilson gardent le même rythme et les mêmes stats. Je pense que ça va se jouer au classement, quoi. Là, pour moi aussi, je suis d'accord avec Flo. Je est tellement époustouflante que je la vois pas encore complètement menacée par celle qu'on a citée. Mais ça pourrait changer, oui. C'est le propre des saisons courtes comme ça où tout est remis en question du jour au lendemain, quoi. Alors, en parlant de tout qui peut être remis en question, la rookie de l'année, on était tous partis, beaucoup pensaient Sabrina Ionescu. C'est enterré, c'est fini pas cette année. On s'est enflammé pour Kennedy Carter, mais qui se blesse. Maintenant, on parle tous, je pense, beaucoup de Crystal Dangerfield. Là, je pense que clairement, vous m'arrêtez si vous n'êtes pas d'accord avec moi, mais ça va se jouer entre ces deux-là, avec le retour en fait de Kennedy Carter et voir ce qu'elle va réussir à faire. Je vois pas quelqu'un actuellement s'inviter dans la course, même s'il nous reste encore quelques matchs aussi, mais moi je partirais plutôt sur un de ces deux noms-là. Moi, j'ai l'impression effectivement que les journalistes votants vont se porter là-dessus, mais honnêtement, je reprends encore. Alors là, il n'y a pas le terme valuable dans le titre de rookie, d'accord, mais Julie Allemand, tu la retires d'Indiana. Donc, on est d'accord, c'est une des meilleures passeuses. Non, mais c'est pas. Je fais votre boulot à votre place, hein, les gars. C'est une des meilleures passeuses de la ligue, c'est une des joueuses les plus à droite de la ligue, hein, pas chez les rookies, de la ligue. Et elle est tellement indispensable que Marianne Stanley peut même pas l'enlever des matchs. Elle a joué 40 minutes le dernier. Donc au niveau valuable, c'est compliqué quand même. Alors Dangerfield aussi, elle est valuable parce que les meneuses, c'est l'hécatombe aussi à Minnesota, même si ça commence à revenir un peu. Donc je pense effectivement, là aujourd'hui, je voterais plutôt Dangerfield et peut-être Carter si elle revient dans les mêmes dispositions qu'elle avait. Mais il faut pas oublier Julie Allemand et on n'est pas les seuls. Il n'y a pas que les francophones qui le disent. Si vous regardez un peu sur net, les journalistes américains, ils se sont tous rendus compte et ils écrivent tous des articles dessus maintenant. Et Oliro l'a interviewé il y a quelques jours. Ils se rendent compte qu'elle est dans la discussion. Ouais. Moi, ce qui peut jouer, c'est Kennedy Carter. Il reste 9 ou 8 matchs à jouer. Si elle revient pas dans 1 ou 2 matchs et qu'elle claque pas 2 matchs à 35 points, c'est mort. Elle a trop. Enfin, c'est même peut-être déjà trop tard parce que vraiment pendant qu'elle n'a pas été là, Dangerfield a claqué des performances à 20, 25, 26 points, ça marque quoi. Elle a vraiment pris le lead. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi pour dire que Julie Allemand est juste derrière, vraiment sincèrement en objectivité dont je suis incapable d'avoir avec Julie. Mais après, encore une fois, mine de rien, les stats ça compte. Et il y a une joueuse qui est Crystal Dangerfield, je crois qu'elle est à plus de 15 points par match. Julie... Ah ouais, voilà, c'est ça. Julie fait pas ça, quoi. Donc, alors après, je le souhaite pas, mais effectivement, si Crystal Dangerfield en vient à être la 42e blessure chez les rookies cette saison, alors là, ça va passer à l'échelon suivant. Moi, ça arrive à Julie, mais je le souhaite pas, de un, parce qu'on ne souhaite jamais une blessure d'une joueuse, et parce qu'en fait, en plus, ce serait un titre de rookie de l'année au rabais pour Julie, ce que je lui souhaite. Mais sinon, pour moi, à moins vraiment d'un retour demain de Kennedy Carter et qu'elle reclaque vraiment tout de suite des performances au top, je pense que la course à la rookie, elle est jouée. C'est bon. Liv, tu veux nous parler de ta rookie de Seattle? J'allais dire que j'ai l'impression d'être vraiment une girouette avec ce titre de rookie parce qu'à chaque épisode, on propose un autre nom, un peu comme tout le monde, mais
Si, oui, en fait, moi, je vais être honnête, Ezzy McGuire, elle fait un très bon début de saison. Je la vois pas être rookie de l'année, mais dans la All Rookie Team, par contre, je pense qu'elle aurait largement sa place. Euh, on n'en entend pas énormément parler, mais ce que je remarque, c'est qu'à chaque fois qu'elle sort du banc, elle apporte beaucoup, elle est présente au rebond, beaucoup d'énergie et on voit qu'elle s'est bien intégrée à l'équipe. Il y a beaucoup de hype autour d'elle. Dès qu'elle marque, toutes les coéquipières sont super contentes. Et puis, c'est un peu l'héritière de Lauren Jackson aussi, donc faut pas l'oublier. Très bien. Et tu fais bien d'en parler parce qu'effectivement, on n'en parle pas beaucoup et elle mérite clairement sa place dans la rookie team. Alors, si on passe à trophée de coach, alors j'ai d'abord une petite question piège pour toi, Olivia. Est-ce que tu sais citer le nom du coach de Seattle? Oui, Gary Kloppenberg. Merci. Mais c'est pas gentil parce que tu m'as mise en stress et que comme je venais de buter sur Ezzy, j'arrive plus à parler. C'était juste parce que... Igor et Kloppenberg d'affilée, c'est rude quand même. C'est parce que ça me fait rire parce que c'est vrai que c'est un nom qui revient plusieurs fois. Mais en fait, je pense que son équipe, elle tourne tellement bien que tu mettrais encore Fischer que ça pourrait passer. Et cette pauvre petite personne là qui... Parce qu'en plus, lui aussi, il est hyper discret quand tu vois un match de Seattle. Le mec, il bouge pas, il bronche pas, etc. Donc, mais du coup, là, vraiment, tu gagnes tes lettres de noblesse de fan de Seattle parce que moi, j'ai retenu Gary, mais voilà, pas mal. Non, mais il est présent depuis longtemps en tant qu'assistant, Ouais. mais c'est vrai qu'il ne fait pas énormément de bruit. Et il y a aussi Noelle Quinn, qui était une ancienne joueuse qui est passée assistante, qu'on voit assez souvent préparer des plays sur la petite tablette. Donc c'est vrai qu'il laisse pas mal la place aux autres. Et puis à Sue Bird aussi, bien sûr. Alors, j'allais dire, beaucoup Sue Bird. Il y a 3 matchs à Seattle, en fait, même sans elle. Alors en matière de coach, donc évidemment, Gary peut être cité, mais je pense que le nom qui revient le plus, on le dit depuis un moment, et bon, c'est coach Reeve, quoi, parce que après, maintenant, à moins qu'il y ait une chute vertigineuse des Lynx, ce qu'elle a fait avec son double style de draft 2 années d'affilée, déjouer les pronostics, parce que voilà, on n'est pas fiers de nous par rapport à l'endroit où on avait classé le Minnesota, mais on est loin d'être les seuls, hein, donc voilà, on est plusieurs à pas y avoir cru. Et elle est venue tous, comme dirait Flo, nous donner une calotte derrière la tête. Donc, moi, là, maintenant, je reste... Maintenant, on peut quand même aussi encore mentionner James Wade. Parce que plusieurs fois, on voit quand même des séquences... Enfin, lui, c'est vraiment un de ceux dont je trouve, on voit vraiment les pattes du coaching, quoi. On voit vraiment ce qu'il met en place, tu le vois appliquer, et tu te dis, ah ouais, ça, c'est lui qui a dessiné ça, c'est lui qui a construit cette action, etc. Donc voilà, dans les noms à citer, bon après c'est un disciple de coach Reeve aussi, donc bref, cette femme c'est la pieuvre du coaching en WNBA. Vous êtes plutôt d'accord avec moi? C'est indiscutable, hein. C'est compliqué de mettre quelqu'un d'autre. Évidemment, s'il y a une chute qu'elle se mette à perdre 8 matchs et du coup ça va vite et que donc les Lynx dégringolent, et là je vois pas comment c'est possible autrement. Identité de jeu, défense, il y a des joueuses qui se révèlent, c'est difficile de mettre quelqu'un d'autre à l'heure actuelle. Il y a pas... Parce que Kloppenberg, c'est Seattle qui a racolé en tête de la ligue. Au final, il a repris une équipe qui a gagné en 2018. Une équipe quasiment, et ça fonctionnait bien. Donc c'est un métier d'accompagner des joueuses et de faire en sorte que ça se passe bien. Mais il a tous les jours au téléphone, il a des news à mon avis. S'il y a le moindre truc, il s'en réfère à lui. On sent pas une patte particulière de sa part là-dessus. C'est vrai que tu parlais de James Wade au début, je l'aurais pas mis dedans, et petit à petit, c'est vrai que les systèmes, on les voit là sur le panier à la dernière seconde d'Azura Stevens. On voit tout le système avant, pendant le temps mort, il annonce tu vas faire ça. Vandersloot qui dit je vais passer par la droite, machin. On voit tout se dérouler, et quand ça se passe comme c'était prévu, c'est beau. Et avec Wade, on voit ça, on voit des vrais choix tactiques sur certaines joueuses qui jouent plus ou moins. Oui, là il y a une patte, quoi. Ouais. En parlant de patte, moi j'ai quand même cité quelqu'un, je vois que personne le cite, mais... Non, pas Bill. Si, et même assez sérieusement. Moi je pense toujours que Cheryl Reeve est devant, mais on parle de patte. Dans le coach de l'année, il y a quand même toujours la progression d'une année sur l'autre. Alors en soi, les 6, la progression n'est pas énorme parce qu'elles étaient 4e la saison passée, elles sont 2e ici. Mais il y a Liz Cambage et Kelsey Plum en moins.
Il y a Liz Campbell, Kelsey-Plum en moins, et Sydney Colson en moins aussi, qui avait quand même un rôle en sortie de banc. Tu récupères Angel McCoughtry, tout le monde a dit comment elle va s'intégrer, c'est quand même une forte tête, machin. Ok, en fait, intégration parfaite, nickel. Une identité de jeu, on sait bien que ces équipes sont toujours défensives, mais faire fonctionner une défense collective, c'est aussi la patte d'un bon coach. Mais bon, ça, je vais dire, c'est pas une surprise, il l'a fait toute sa carrière. À côté de ça, j'ai pas de shooteuse à 3 points en 2020, c'est pas grave, on va tout jouer sur du mi-distance, parce que j'ai des joueuses injouables sur du mi-distance, et du coup, je vais pas essayer d'être ce que je ne suis pas. Des 3 points, on va en prendre 3, 4, 5 par match grand max. Et là, je trouve qu'il y a quand même une vraie identité. Alors, ok, il a une dégaine de hippie, quoi qu'il s'est coupé les cheveux, je crois maintenant. C'est fait. Ouais, j'ai du mal à encenser les 6, hein, vous savez. Mais je trouve que là, quand même, Bilou, il mérite d'être mentionné quand même parce qu'il fait du bon taf de coaching, vraiment, je trouve. Complètement raison. Et on a fait des votes justement la semaine passée pour les différents, pour faire un point à mi-saison où on était. Et moi, je l'avais mis 3e justement parce que je trouve qu'effectivement qu'on sent sa patte et qu'il a perdu des joueuses et que ça reste hyper performant. Elles sont 2e et elles sont pas si loin que ça d'être premières. Et humainement, il mène super bien son groupe. Il y avait une chouette vidéo, on l'a vu la dernière fois dire à ses joueuses qu'il était fier d'elle, etc. Je pense que ça a d'autant plus de valeur quand c'est un Bill Laimbeer qui te dit qu'il est fier, etc. Et je suis la première à avoir critiqué Bad Boy, etc. Mais ces joueuses, elles ont vraiment l'air de le kiffer. Il y a vraiment quelque chose aussi, un peu comme justement avec James Wade, où il y a un groupe fort. Et même dans une moindre mesure avec le Liberty, je trouve qu'il y a une chouette relation avec mon ami le beau gosse. Mais voilà, non, franchement, je suis tout à fait d'accord avec toi. Bilou mérite largement d'être mentionné dans la course. Même si actuellement, on n'est pas encore à la fin de la saison. Comme dit Liv, on a parfois un côté un peu girouette, mais la saison étant tellement courte et tellement pleine de rebondissements, on s'adapte. Pour moi, pour le moment, ça reste toujours Coach Reeve, personnellement, qui devrait choper son 1000e trophée. Alors ensuite, on passe au MIP, Most Improved Player, donc la joueuse qui a le plus progressé. Alors là aussi, on a quand même une pléthore de noms qu'on peut sortir, certaines qu'on a mis déjà dans le All-Star Game. Beth Nigel-Annie, moi ce serait mon choix actuel parce que elle explose. Maïcha Ainsalen, il y a est-ce que Kelsey Mitchell aussi peut être citée? Du côté de Sparks, il y a Sydney Wise, ouais. Sydney Wise, qui fait aussi, bon, peut-être dans des proportions moins intéressantes. Est-ce qu'il y a d'autres noms que j'ai pas mentionnés dans les MIP? T'as dit Kalea Copper ou pas? Non, évidemment, Kalea Copper, évidemment. Oui, moi, oui. Je voterais peut-être pour elle à l'heure actuelle. Je change tout. Mais Nigel Laney, c'est une joueuse qu'on pensait juste forte en défense et qui devient monstrueuse en attaque. Score à 25 points tous les soirs, qui fait des matchs à 10 passes, c'est n'importe quoi. Et Kalea Copper, je m'attendais vraiment pas à la voir devenir aussi importante. La blessure de Diamond de Shields, elle passe toute seule parce qu'il y a une joueuse comme ça derrière qui arrive. Et surtout, en fait, si je vote pour elle aujourd'hui, c'est parce que justement Chicago est mieux classé que Washington ou Atlanta avec Laney et Ainsalen, même si c'est des joueuses qui ont plus... il faudrait que je regarde dans le détail, mais c'est peut-être des joueuses qui ont plus progressé statistiquement. Mais Copper, elle prend les responsabilités en fin de match. Ouais. Elle est au moins, elle est 2e meilleure scoreuse ou meilleure scoreuse peut-être avec Poudley, je sais pas. Elle m'impressionne vraiment. Elle a un style acrobatique hyper. J'aime beaucoup. Ouais. Pardon. Non, vas-y. Je veux dire qu'il y a aussi Sammy Whitcomb à Seattle qu'on avait mentionné et qu'on a oublié. Je dis ça parce que Flo, tu parlais justement de la petite remontée de Seattle face aux Aces où elles arrivent à revenir et qui met le 3 points hyper clutch pile au moment, c'est Sammy. Et cette année, je pense qu'elle prend de plus en plus de responsabilités. Et si le Storm arrive à bien jouer et qu'elle continue sur la lancée qu'elle avait au début de saison, je pense qu'on doit penser à elle aussi. Elle est hyper importante, mais par contre, je la vois plus comme candidate au 6e. Moi, je l'avais mis 2e ou 3e de la meilleure 6e femme. Parce que en fait, les votants vont se baser sur les stats, tout bêtement, je pense. Et ces stats n'ont pas décollé non plus. Elle était déjà bonne avant, en fait, Liv. C'est parce que tu l'avais pas encore repérée. Mais l'année passée, elle jouait déjà bien, tu sais. Et t'as raison, elle a progressé, donc elle rentre dans les critères. Elle rentre carrément dans les critères. Et puis, elle fait des trucs. Là tu parles de l'action.
Tu parles de l'action où elle met le 3 points. Juste avant, moi j'ai eu l'impression qu'elle s'était défoncé la cheville. Oui, j'ai eu peur aussi. Et derrière, elle tourne un 3 points. Incroyable le shoot. Donc oui, Ouais. elle rentre dans les critères aussi. Toi, Flo, tu resterais sur Maïcha? Moi, j'ai une hésitation entre deux et je pense que je reste pas sur Maïcha, même si ça me fait très mal. Mais statistiquement, parce qu'effectivement, le MIP, c'est très statistique. Il y a deux joueuses qui sont au-dessus du lot et c'est Betnaïja et Maïcha. Vraiment, dans l'explosion statistique, Maïcha, ses stats, c'est x6 ou 7. Mais son temps de jeu a fait fois presque 4. Ouais. Donc, il y a une évolution, mais qui est liée aussi à un nouveau statut. Elle jouait rien la saison passée. À côté de ça, Betnaïja Lani, toutes ses stats font x3, mais son temps de jeu est resté pratiquement le même. Enfin, il a un peu augmenté, mais pas de beaucoup. Et donc, j'ai quand même vraiment l'impression que Betnaïja Lani est bien parti pour ce trophée-là. Même si moi, tu me donnes un vote en tout manque d'objectivité, je vote Maïcha. Alors, 6e femme, dans les noms qu'on avait cités, c'est évidemment Bria Hartley, à part que Bria Hartley, maintenant, elle est dans le 5 de base, donc il faut voir combien de temps elle va y rester. C'est c'est quelque chose qui va rester ou pas. Je pense que ça fait 1 ou 2 matchs qu'elle y est. Avec le départ de Greiner, peut-être qu'elle va y rester. Et donc, du coup, est-ce qu'elle pourra encore être considérée comme 6e joueuse cette saison ? Difficile à dire. Idem pour Gabby Williams, qui était dans le 5 de base hier. Donc c'est vrai que parfois, celles qui sont des 6e peuvent devenir après joueuses du 5 majeur. Là, moi, je te rejoins pas mal, Liv, sur Samy. Par contre, c'est vrai que la 6e femme, pour moi, on l'attend souvent comme un joker, comme quelqu'un qui peut en sortie de banc arriver et être le facteur X, c'est la différence. Et Samy Whitcomb répond très très bien. Bria Hartley l'est, vraiment. Bria Hartley, pour le moment... Elle l'est toujours, mais je dis, voilà, d'abord, il nous reste encore des matchs, et puis surtout maintenant, elle serait dans le 5 de base. Samy Whitcomb, elle peut vraiment sortir et faire la différence. C'est ça. Puis, il y avait aussi Jordan Canada, mais pareil, avec les absences de Soubird qui semblent se répéter, elle est très souvent titulaire, donc ça joue peut-être en sa défaveur pour ce trophée. Il va être difficile à attribuer celui-là, effectivement, ça va se jouer. Pareil, c'est encore le fait que la saison soit courte qui joue là-dessus, mais ça va se jouer à pas grand-chose parce qu'à partir de combien de matchs joués dans le 5, on va déterminer que c'est une titulaire ou pas. Là, à l'heure actuelle, Bria Hartley, en termes de production, c'est presque. C'est difficile de ne pas lui donner. Ouais. Mais là, Samy Whitcomb, c'est vraiment une 6e femme au rôle. Elle a été considérée comme ça depuis le début de la saison et c'est celle qui apporte vraiment l'explosion en sortie de banc et qui remplit mieux les critères, je trouve. Mais on va voir Jordan Canada. Enfin, c'est marrant de voir que Seattle a peut-être deux 6e femmes potentielles de l'année. Et alors, n'oublions pas celle en titre d'Erica Hamby, qui est quand même qui continue à faire un pur chantier en sortie de banc. Et faudrait pas s'habituer. Enfin, on aurait tendance presque à s'y habituer, mais ça reste de très belles performances aussi qu'elle propose. Oui, tout à fait. C'est vrai que on a effectivement, comme tu dis, tendance à un peu l'oublier parce que j'ai l'impression que naturellement on a envie de changement en fait, et donc il y a toujours un côté où on change, mais en fait quand on regarde dans les stats, elle est toujours très présente. Que le banc, j'ai pas vérifié dernièrement, mais j'avais regardé ça il y a une grosse semaine, et je crois que le banc des 6 était le plus productif de la ligue, et que c'est la remplaçante la plus productive du banc le plus productif de la ligue, donc voilà, ça peut jouer aussi. Pour revenir sur les autres candidates, je pense que Jordan Canada va avoir plus de matchs comme starter que. Enfin, en fait, le problème, c'est de savoir combien de temps la situation de Bria va durer, parce que pour le moment, elle a 2 matchs démarrés sur 12, donc c'est pas. Elle est complètement dans les critères. Maintenant, effectivement, il faut voir la dynamique, comme tu dis, avec le départ de Brittney Griner, comment la rotation va s'articuler par rapport à ça, parce qu'on sait bien que les ailes à Phoenix, c'est un peu le désert, et donc voilà, effectivement, sinon... Ricuna Williams. Oui. Ne l'oublions pas. Elle a un côté microwave, comme disent les Américains. Donc c'est vraiment le côté type de la 6e joueuse qui rentre et qui est chaude tout de suite et qui directement, bam, elle met des paniers. Donc c'est vrai qu'on n'y pense pas, tu fais bien de la mentionner. Elle est blessée et je crois que elle va quand même manquer quelques matchs là. Ouais. Mais... Quand si elle revient vite, oui. Il y aura une discussion. Donc c'est encore assez ouvert, quoi. Ouais. Je pense que là, c'est...
encore une fois, ouais, à cause de la saison, comme tu disais, Shai, tout bouge tellement vite que c'est super difficile là d'arrêter un choix dès maintenant. Et enfin, il nous reste le trophée de la Defensive Player of the Year, donc la meilleure défenseuse. Alors, là encore, pour moi, ça reste assez ouvert, même si c'est vrai qu'on avait parlé d'Alisha Clark qui fait un travail remarquable. Maintenant, c'est invité dans la danse aussi Candace Parker. On l'a entendu plusieurs fois être citée, et à raison, parce qu'elle fait aussi un sacré chantier. Donc là, je pense que ça va encore... c'est un peu tôt. Autant il y a des postes... Voilà, c'est encore très ouvert, selon moi, pour ce poste-là. Je ne sais pas si vous avez d'autres noms qui vous viennent en dehors de Candace Parker, Alicia Clark. Alyssa Thomas, elle continue à bien défendre, mais ce serait compliqué là maintenant, je pense. Ouais. Mais il y avait Sylvia Falls, mais comme elle est blessée pour le moment, sinon, elle, pour moi, elle était vraiment dans la discussion en tant que patronne de défense, d'une des meilleures défenses. Encore une fois, c'est un peu le script, mais elle a déjà manqué quelques matchs, et comme on en discutait en début de podcast, on n'a pas l'impression qu'elle va revenir demain, enfin c'est assez flou, donc ça va clairement jouer. Ouais, pour moi, à l'heure actuelle, ça se joue entre Alicia Clark, qui est vraiment... sur l'homme, c'est une plaie. Enfin, je veux dire, elle sort en direct, mais ça doit être horrible. C'est quelque chose qui ressort pas trop dans les stats, à part certaines stats avancées éventuellement, mais visuellement, tu te dis, mais... Oh là, mais lâche-lui la grappe, bon sang. C'est ce que je disais toujours rigolo. J'espère qu'elle a bonne haleine, parce que tu l'as tout le match. Voilà. Mais effectivement, après, d'un autre côté, tu as une autre un peu patronne de défense et qui a en plus quelques stats défensives. Je crois que c'est la meilleure rebondeuse défensive, c'est Candace Parker, avec en plus le côté, comme tu en parlais tantôt, d'intensité. C'est très visuel. Il y a un côté, elle est une des meilleures contreuses aussi de la ligue. Enfin, elle est bien classée là-dedans. Donc là, ça joue. Voilà, moi, c'est les deux noms que je ressortirais à l'heure actuelle. Et mine de rien, mais encore une fois, elle part de loin, et dans les stats, elle est pas si mal. Natasha Howard, mais elle part vraiment de loin, et elle a quand même vraiment mal commencé, même si j'ai l'impression que ça va mieux. Ouais. Mais... Elle se réveille progressivement, elle reprend surtout la forme, parce que Gary Kloppenberg, justement, disait qu'elle était arrivée un petit peu en sous-régime. Je ne sais pas si elle avait une préparation écourtée, difficile, bon, comme tout le monde, mais elle n'était pas à sa meilleure forme. Oui. J'aime quand même bien le côté spécialiste d'Alicia Clark. Enfin, pour ces trophées-là, j'aime bien le côté spécialiste. Candace Parker, elle est all-around, elle est fantastique des deux côtés du terrain. Et un peu mais elle est trop vieille, Shai, non? Ah, mais... non, et Alicia Clark qui est née exactement un jour après moi, d'ailleurs. La même année? La même année, ouais. Elle est née le 7 juillet 87. Et cette année, je m'aperçois encore plus que les autres saisons à quel point, effectivement, elle a un QI défensif et un physique fantastique. Moi, à l'heure actuelle, je la mets meilleure défenseuse de l'année sans problème. Effectivement, Sylvia Fowles était vraiment bien dans la course jusqu'à sa blessure, et elle lui aurait bien disputé le truc, mais là, je pense qu'elle est bien partie pour le gagner. Et voilà, ça conclut ce 5e podcast. Je vous remercie pour vos avis éclairés, votre soupçon de mauvaise foi et votre connaissance de cette belle saison. On se retrouve de nouveau dans 15 jours. À mon avis, là, on sera très très proche des playoffs, et on aura en tout cas une vision encore plus précise de qui va y aller, comment, pourquoi. D'ici là, comme d'habitude, on vous fait un suivi de tout ce qui se passe en articles sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à interagir avec nous, nous dire ce que vous avez pensé de tout ça. Et on vous dit à très bientôt, à dans 15 jours. Salut, salut! Salut! Salut!